Bonjour Marine Chollet. Bonjour, merci de m'avoir invitée. Ravie de vous accueillir pour votre première télé. Tout à fait, c'est premier courageux. plateau. Nous sommes honorés. Vous êtes ingénieur spécialiste dans la transition énergétique, ainsi que la porte-parole du parti Equinox, tout jeune parti créé en 2021, dont vous êtes la tête de liste pour les élections européennes. Voilà, les présentations brèves sont faites. Je vous présente maintenant aussi les 3 journalistes de nos régions qui vont vous interroger. Et pour mieux vous connaître, ils vont chacun vous poser une petite question de notre questionnaire de Proust. Alors, Mathieu Villeroy de Gallo représente le groupe Centre-France et il a une première question pour vous. Oui, bonjour madame. Quelle est votre figure politique préférée? Préférée, je ne sais pas si je dirais qu'elle est préférée, mais j'aimerais la plus inspirante. En tout cas une figure qui est assez inspirante, surtout dans le cas dans lequel je suis aujourd'hui, c'est Alexandria Ocasio-Cortez. Non pas qu'on ait beaucoup de choses à vouloir et espérer de la politique américaine, mais cette figure, c'est une femme, une jeune femme, qui n'était pas engagée en politique, mais très engagée à côté, qui a décidé de s'engager en politique et qui a eu cette méthode de mobilisation en commençant à appeler les personnes autour d'elle qui partageaient les mêmes idées qu'elle. Et donc ça l'a amenée au Sénat et elle porte maintenant les questions de la justice sociale et de l'environnement au Sénat américain, où ils ne sont pas toujours très nombreux. Donc, tout à fait. Question inspirante. Bien, Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Deuxième question. Autre question, quel est votre chanteur préféré? Oula, chanteur préféré. Nakamura Ou Sardou. Ou Sardou. Ni pose la même l'un question. ni l'autre. Moi, je vous dirais que je suis allée voir, c'est peut-être un peu old school, mais je suis allée voir Maxime Le Forestier qui chantait Georges Brassens il y a quelques mois chez moi. Et j'ai passé un très bon moment. Il était avec son fils. C'était un très beau moment. Et puis, il y avait dans la salle de toutes les générations. Et ça fait partie de ces moments conviviaux que nous, on souhaite porter chez Equinox, ces moments qui rassemblent les territoires avec des figures comme Maxime Le Forestier. Juste un mot sur la polémique autour de Nakamura, figure de proue des JO. Ça vous choque, ça vous... Oui, je pense qu'on en a fait vraiment énormément de choses. Ayana Nakamura, c'est visiblement l'artiste française qui est la plus écoutée en dehors de la France. C'était donc un choix qui a été fait. Moi, j'écoute pas Ayana Nakamura, c'est pas le type de musique que j'écoute. Elle va chanter de Édith Piaf. Je ne suis pas ni ministre de la Culture, ni en charge des Jeux Olympiques, donc j'imagine qu'ils ont eu leur raison de choisir ça. Et je ne suis pas sûre, face à tous les enjeux qu'on a actuellement et l'actualité, que ce soit l'actualité de l'Ukraine ou l'actualité politique, que ça méritait d'en parler aussi longtemps dans les plateaux. Dernière question par Baptiste Bise, qui représente la Nouvelle République. Même question que notre première invitée. Quelle loi jugeriez-vous emblématique? Quelle est celle qui vous tient le plus à cœur? Ou quelle est celle dont vous jugez qu'elle a été la plus utile pour répondre à l'urgence climatique? Alors, pour répondre à l'urgence climatique, on n'en a pas eu beaucoup, malheureusement, et c'est justement, on en reparlera plus tard, c'est le projet de société qu'on porte. Mais on ne parle pas que d'écologie au sein d'Equinox, on parle aussi de tous les projets de société, notamment l'école. Ça, je vous parlerai de la loi de Jules-Ferry de mars 1882, qui quand même est une pierre fondamentale de notre société, puisque du coup, c'était l'instruction obligatoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut remettre aussi l'école au cœur de nos enjeux, au cœur de nos politiques. J'en parlerai moins, puisque c'est pas ce que l'on porte dans le cadre des élections européennes, puisque ça ne vous a pas échappé que j'étais candidate aux élections européennes. Mais c'est une loi quand même fondamentale et sur laquelle on doit continuer à s'appuyer en France. Sur l'école publique, qui serait au cœur des enjeux. Sur l'école publique qui est au cœur des enjeux. À contrario de notre précédente invitée qui, effectivement, prônait qu'il fallait aider l'école privée, notamment, remettre en avant l'école privée. Vous l'avez peut-être entendu, mais en tout cas, 2 thématiques que vous avez en commun. Toutes les deux, je finis par votre région de prédilection. Vous avez écouté Le Forestier chez vous, c'est à Lyon? Non, c'était... Alors, j'ai dit chez moi, effectivement. Moi, il faut savoir que j'ai été élevée, je suis fille de militaire, donc j'ai déménagé tout le temps, toute ma vie. Mais par contre, le territoire de prédilection, celui que j'ai choisi, c'est une petite vallée en Haute-Savoie. Et cette vallée, il s'y passe des belles choses. Ça a été aussi le théâtre d'un événement, on en a parlé dans les médias, ça a été le théâtre d'une opposition écologiste, puisque du coup, je pourrais vous parler du plateau de Borgard, qui est juste au-dessus, qui est un plateau que j'aime pratiquer pour y marcher, pour y balader, se balader. Et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les médias, puisque ça a été l'opposition, parfois caricaturale, entre l'industrie du ski, parce que du coup, ils avaient pour objectif de faire une réserve pour la neige artificielle, donc l'industrie du ski et les écologistes. Et je pense que c'est assez représentatif des luttes qu'on a aujourd'hui dans notre société. Bien, on passe à la traditionnelle question cash. Ça aussi, c'est une figure à poser ici. Et c'est Baptiste Bise qui vous la pose. Tout à fait. Dans cette multitude de petits partis écologistes qu'on découvre et qu'on ne connaît pas tous, il y a 3 listes là, qui émergent pour les européennes, la liste d'Europe Écologie Les Verts, la liste de l'écologie positive de Yann Verling, et puis à la vôtre, Equinox.
on pourrait être tenté de se dire qu'une voix pour Equinox, c'est une voix pour rien. Que répondriez-vous aux électeurs qui auraient ce raisonnement ? Moi, j'aime pas raisonner en termes de moins, en fait. L'objectif, c'est justement de raisonner en termes de plus. L'écologie, c'est quelque chose qui rassemble très largement et qui a des nuances, en fait, qui ne devraient pas être un clivage. Et nous, notre approche, elle est particulière. On parle de sobriété, on parle d'engagement. Et surtout, on est tourné vers la jeunesse. On est tourné aussi vers un public qui ne vote malheureusement plus. Je regardais les chiffres en arrivant sur le plateau. C'est 72% des jeunes qui s'abstiennent aujourd'hui. Donc, je pense au contraire que la proposition, le projet de société que l'on porte va pouvoir intéresser une partie de la société qui ne vote plus, qui pourtant est très engagée sur d'autres sujets à côté. Pourquoi il s'intéresserait à vous plus qu'à Europe Écologie Les Verts ? Parce que nous n'avons pas les bagages d'Europe Écologie Les Verts, parce que l'on porte une écologie radicale, mais une écologie pratique. Je parle notamment d'une écologie où on ne parle pas de sortir du nucléaire, puisqu'aujourd'hui nous avons besoin de sortir du nucléaire, mais de sortir des énergies fossiles en premier lieu. On parle aussi d'engagement. On parle de démocratie, et c'est un peu moins évoqué chez d'autres listes. Mais, et surtout, c'est vraiment tourné sur les rapports scientifiques, mettre en place politiquement les solutions qui sont prônées par les scientifiques depuis des années. Un pragmatisme. Et notamment le rapport du GIEC. Notamment les rapports du GIEC, mais également les think tanks comme le Shift Project. J'ai rien inventé. Ce dont je vais vous parler là ne vient pas de moi. Chez Equinox, on a juste essayé de travailler pour le mettre en musique, pour en faire un projet de société. C'est l'écologie du en même temps, finalement ? Non, pas du tout. C'est une écologie très radicale. Lorsque je vous dis qu'il va falloir sortir des énergies fossiles le plus rapidement possible, comme le préconisent les rapports du GIEC, c'est une écologie très radicale. Il va falloir réadapter notre société, trouver des mécanismes aussi pour garder une société vivante derrière ça, trouver des mécanismes pour garder une démocratie vivante derrière ça. C'est tout un projet de société qu'on prône. Un projet de société, mais qui nécessite des sacrifices en termes de changement culturel. Est-ce qu'il va falloir justement s'attendre à des modifications radicales là aussi ? La culture, de toute façon, ça n'a jamais été un objet figé. Mais c'est peut-être là aussi où on diverge de d'autres partis d'Europe Écologie Verte. On n'a pas de problème à parler de la culture, on n'a pas de problème à parler patrimoine. On a conscience, je suis très fière d'être française et de tout ce qu'il implique et de toute la culture qu'elle implique. Mais en fait, la vraie question, c'est que va-t-il se passer si on n'agit pas ? Et là, effectivement, je pense que la non-action sera bien plus punitive que l'action. Et justement, c'est aussi là où on revient. Nous, on porte aussi une écologie résolument optimiste. C'est-à-dire que le projet de société que l'on propose et que l'on a défini au sein d'Equinox, c'est un projet qui est radical, mais optimiste. On est en train de dire que derrière ce qui se passe et derrière les enjeux liés au changement climatique, mais également à la démocratie qui est à notre sens en danger, derrière ça, on peut construire un projet de société en dehors des dogmes, en dehors des oppositions qui nous paraissent stériles. Quel type de radicalité en matière d'écologie, justement lorsque je vous parle de sortir des énergies fossiles, et lorsque l'on regarde ce qu'il y a sur ce plateau... Tout en maintenant le nucléaire. Bien sûr. En fait, c'est pas moi qui le dis. Pareil, aujourd'hui, prenez la sortie du nucléaire. Prenez la décroissance. Non, je vais y revenir. Nous, ce que l'on prône, c'est la sortie des énergies fossiles. Mais notre société s'est construite, notre société d'aujourd'hui s'est construite sur le fossile. Il faut passer par quoi alors ? Tout autour de nous, il n'y a que du fossile. Donc oui, effectivement, il va falloir passer par des énergies. La seule énergie décarbonée qu'on connaît aujourd'hui, c'est l'électricité. Donc il va falloir qu'on... De notre mix énergétique global, il va falloir que l'on passe vers un usage bien plus électrique. Et cet usage électrique, les scientifiques nous disent, on ne peut pas sortir du nucléaire aujourd'hui, ou si on sort du nucléaire, on abandonne l'idée de sortir des fossiles. Donc nous, on prône effectivement de rester dans le nucléaire, de continuer à investir dans notre parc nucléaire. C'est plus pragmatique que chez ELV, en fait. C'est plus pragmatique, et c'est vous qui le dites. Et par contre, et ça on revient aussi avec les rapports de RTE, encore une fois, on n'a rien inventé, il faut massivement développer les énergies renouvelables, quel que soit le scénario. Et ça, c'est pas très radical, excusez-moi, Madame Chollet, parce que d'autres, j'allais dire, même le programme d'Emmanuel Macron, il est autour de justement de cette transition en utilisant le nucléaire. Une petite question simplement sur les autres changements radicaux. On entend ces voix écologistes qui disent il va falloir abandonner certaines pratiques. On parlait du ski. Est-ce que vous dites le monde du ski, de l'industrie du ski, il doit s'achever, il doit se transformer. Les golfeurs, il va falloir qu'ils rangent leur club, ce genre de choses. En fait, déjà, pour vous parler du ski, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes qui a fait un rapport, il me semble, la semaine dernière, qui parle de l'industrie du ski et de la fragilité des stations de ski. C'est pas moi qui vais vous dire, aujourd'hui, il va falloir
accompagner un nouveau modèle de la montagne, qui soit plus basé exclusivement sur le ski. Alors ça fait peur, c'est sûr, puisque sur les 50 dernières années, on a construit ce modèle-là. Mais en fait, la neige, on le sait, elle ne sera plus présente de la même façon. Il va y avoir des grands épisodes neigeux, et puis il y aura aussi des grands épisodes de sécheresse. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à partir de ça, on construit un projet de société. Sur la base, et là je reprends du coup la méthode dont nous travaillons chez Equinox, constat, aspiration, proposition. Le constat, c'est pas moi qui le fais. Le constat, c'est les scientifiques qui disent qu'avec plus de degrés, il y a la grande majorité des stations de ski en France qui vont disparaître. Donc comment est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Il y a tout un tissu économique. On ne va pas abandonner tout un tissu économique. Donc on va trouver comment vivre la montagne différemment. Donc en développant les activités 4 saisons, etc. Il n'y a pas d'écologie punitive là-dedans. Il y a juste accompagner par un changement de société la réalité climatique. Alors ça tombe bien qu'on parle de la neige, du ski, puisque c'est ce vendredi, la journée mondiale de l'eau, ça ne vous a pas échappé. Il faut l'économiser, cette eau. Il y a des solutions, ça peut passer par les fermes verticales. Je vous propose de regarder ce reportage, signé Rel Média, on en reparle. Donc ici, on a créé la première grande ferme verticale. Si vous regardez, on a empilé les systèmes les uns sur les autres. Donc on va vraiment avoir cette verticalité. Et puis les plantes vont rester ici à peu près 3 semaines pour arriver à maturité. On part d'une graine non traitée, si possible bio. À partir de là, on va les semer dans une chambre de germination qui va permettre à la graine de passer de l'état de graine à petite plante qui va faire 3-4 cm de haut. On va pouvoir la transférer dans les bacs de culture qui sont ici. Donc le principe, c'est que là, vous le voyez, c'est très lent. Les plantes tournent autour de cette lumière qui va remplacer le soleil. Donc on va recréer une phase de jour, une phase de nuit. À partir de là, on va les nourrir. Chaque machine va arroser directement dans la racine. Le principe, ça va être d'amener l'eau et les nutriments directement au contact de la racine. Ici, on va mettre que la quantité que la plante absorbe et on ne perdra rien. Il y a énormément d'économies d'eau. Typiquement, si on devait faire 1 kg de basilic à l'extérieur, il faudrait entre 300 et 330 litres d'eau. Ici, pour le même kilo de basilic, on mettra moins de 25 litres. Donc on divise par plus de 10 la quantité d'eau que l'on va devoir consommer. On ne contrôle plus le climat. À l'extérieur, dans le sud de la France, quand il fait 40 degrés, c'est quasi impossible de produire. Et donc, ce qu'on va pouvoir, nous, c'est contrôler justement ce climat qui permet d'optimiser ce qu'une plante va pouvoir donner. Vous voyez qu'on est sur 3 niveaux de haut. On va profiter un maximum du volume et non pas uniquement de l'espace au sol. Donc, c'est comme ça que pour 4 mètres carrés au sol, on va avoir à peu près 33 mètres carrés de cultures qui vont être l'une sur l'autre. Alors oui, on va consommer de l'énergie. Et donc, le choix pour nous, c'est on va produire notre propre énergie avec des panneaux photovoltaïques. Le fait d'être à l'intérieur, au-delà de contrôler le climat, ça va être aussi de protéger les plantes des agressions extérieures. Ce qui veut dire qu'on va avoir 0 pesticides. On est totalement complémentaire du monde agricole. Un exploitant agricole aujourd'hui peut très bien se retrouver d'un côté en tant qu'exploitant d'une ferme Futura Gaia et continuer à avoir des betteraves ou des céréales par ailleurs. On va livrer une ferme clé en main qui leur permet de pouvoir sécuriser une partie de leurs revenus et de se protéger des enjeux climatiques, puis commencer à produire sans pesticides. C'est sûr qu'on est loin d'une agriculture des années 1800, mais aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'on n'a plus d'autre choix que de rentrer et de faire de la technologie pour aider la nature. C'est tout l'enjeu de notre futur. Je m'adresse à l'ingénieur, on n'a plus d'autre choix que de s'adresser à la technologie. C'est pas du tout la voie que j'aurais prise. Je pense que justement, on est un peu dans un exemple de démesure. C'est-à-dire que ponctuellement, cette technologie pourrait être utile dans des contextes très particuliers. Mais en réalité, là, on parle d'économie d'eau, mais j'ai l'impression que ça consomme énormément d'énergie. Il va falloir aussi consommer l'énergie. Donc, il faut prendre en fait l'approche dans sa globalité. Et nous, le modèle agricole que l'on prône, c'est un modèle agricole. Et d'ailleurs, j'en profite, on a ce soir Marc-André Sellos qui vient à notre université de printemps et notre lancement. Oui, parce que c'est en ce moment l'université de printemps d'Equinox. Ça tombe bien. Je suis à Paris pour l'université, pour l'Equinox. Et donc, du coup, on a Marc-André Sellos qui, lui, est un scientifique du Muséum d'histoire naturelle, un biologiste spécialisé dans les sols. Et lui, il nous dit qu'on peut faire une agriculture vivante, une agriculture rémunératrice avec l'agroécologie qui est complètement qui est le système opposé. Ça va nous intéresser dans le Poitou. Le journal que je représente est présent dans le Poitou. Il y a un sujet agricole qui agite le Poitou, c'est celui des réserves de substitution, des bassines. Oui. Est-ce que c'est une solution ou pas pour répondre au manque d'eau ? Déjà, j'aimerais vous répondre pour dire que moi, j'ai choisi un mode d'action, puisque je sais ce qu'on en parle derrière, on va parler des modes d'action et du soulèvement de la terre. Moi, j'ai choisi un mode d'action différent, en étant aujourd'hui présente sur ce plateau, en prenant un projet de société et en développant avec mes collègues d'Equinox un projet de société. Néanmoins, la question de l'eau, elle est aussi à mettre en place face à la question des usages. Aujourd'hui,
potentiellement, on va avoir besoin de bassines parce que effectivement, il y a des nouveaux enjeux et il va y avoir des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents. Mais il y a une question du modèle agricole que l'on place devant. Les bassines telles qu'elles ont été proposées aujourd'hui, c'est des bassines qui vont servir à un modèle agricole intensif basé sur de la monoculture. Ce n'est pas le cas des protocoles signés dans la Vienne et les Deux-Sèvres. Alors, il y a un volet agroécologie à chaque fois. Alors, tant mieux, tant mieux. Donc nous, sur le principe, on n'est pas contre effectivement tous les systèmes de rétention d'eau si on en a besoin, pourvu qu'on réponde à un enjeu d'appropriation de la ressource en eau qu'il y a derrière, et pourvu qu'on étudie de manière globale où est-ce qu'on enlève cette eau. Parce que cette eau qui va se retrouver dans les bassines, c'est de l'eau en moins dans les nappes phréatiques. Il y a tout un cycle de l'eau et il va falloir analyser de manière très sérieuse cela avant de prôner des projets de bassines partout. On en reparlera sans doute dans d'autres émissions. Non, malheureusement, Julien, ça se termine. Ça va tellement vite. Ça va vite. Il y avait tellement de choses à... Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marine Chollet, et bon courage, bonne chance pour ces élections européennes. Pour votre candidature, merci à vous trois, merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. Très bon week-end. On va reparler d'Europe prochainement sur l'émission.